Vous écoutez Le Livre d'or, un balado qui vise à commémorer la fondation du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. On y discute de son histoire, de ses réalisations, mais aussi de l'état actuel de la recherche en sciences humaines et de son avenir. Fondé en 1982 par les professeurs Richard Giguère et Jacques Michon, le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GRELQ, s'intéresse aux gens et aux métiers du livre, à la situation du marché du livre ancien et contemporain, aux usages du livre, aux archives éditoriales. Je suis Maxime Bolduc, doctorant et auxiliaire de recherche au GRELQ. Je suis Caroline Boivin, doctorante et auxiliaire de recherche au GRELQ. Une fois par mois, on vous invite à découvrir la signature d'individus qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution ou les réalisations d'un groupe de recherche quarantenaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous rencontrons Eli McLaren afin de parler d'un grand projet, l'histoire du livre et de l'imprimé au Canada, qui est une synthèse historique bilingue en 3 volumes, publiée entre 2004 et 2007. Eli McLaren enseigne la poésie, la littérature canadienne et l'histoire du livre et de l'imprimé au département d'anglais de l'Université McGill. Il est l'auteur de Dominion and Agency, Copyright and the Structuring of the Canadian Book Trade, 1867-1918, paru en 2011 chez University of Toronto Press. Et il est aussi l'auteur de Little Brazilians, de Ryerson Poetry Chapbooks, McGill Queen's University Press, en 2020. De 2012 à 2017, il a dirigé les cahiers de la Société bibliographique du Canada, Papers of the Bibliographical Society of Canada, et en 2015, il a co-organisé le congrès annuel de la Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, SHARP, à Montréal. Il est également le directeur d'un concours international de poésie, le Montreal International Poetry Prize. Bonjour Eli. Bonjour et merci de cette réception chaleureuse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder plus en détail donc le projet qu'a été l'histoire du livre et de l'imprimé au Canada, on aimerait aborder votre parcours personnel. Pour commencer, comment en êtes-vous venu à faire une carrière en littérature? Ou peut-être plus précisément, comment vous êtes-vous intéressé à l'histoire du livre? Merci. J'ai grandi dans l'Ouest canadien et pendant mes études du premier cycle à l'Université d'Alberta, j'étais passionné des grands écrivains anglais et allemands, Shakespeare, Milton, George Eliot, Goethe, Thomas Mann. Je me souviens en particulier de la pièce Götz von Berlichingen de Goethe, dans laquelle je trouvais un grand héros qui résiste à la mort avec la seule puissance de sa foi. Après mes études, j'ai voyagé en Allemagne et j'ai visité la maison où Johann Wolfgang Goethe est né, à Francfort. Elle était si petite. Le guide nous a montré comment laver la linge au 19e siècle. Et dans un coin, il y avait même une presse à vêtements pour leur enlever les plis. Garder les chemises blanches, c'était tout un travail, a dit le guide. J'étais tellement déçu d'être venu de si loin pour apprendre ça. Que le grand poète luttait contre les taches de soupe sur ses habits. Mais c'est là, dans cette petite maison, où il a écrit Götz von Berlichingen. De retour au Canada, j'ai travaillé chez une maison d'édition à Edmonton qui s'appelait Lone Pine Publishing. Et là encore, j'ai pris conscience d'un décalage entre les œuvres que j'avais vénérées comme étudiant et les livres qu'on produisait sur le marché local, comme Wildflowers of the Rocky Mountains ou Ghost Stories of Alberta, de petits livres sans aucune prétention artistique qui se vendaient en supermarché, des livres pour les touristes. Mais les gens achetaient et utilisaient ces livres dont les ventes me donnaient mon premier emploi à temps plein. À travers de telles expériences, j'ai commencé à me poser des questions. Quelles sont les conditions réelles de la création et de la production des livres? Qu'est-ce qu'un éditeur et qu'est-ce qu'il faut pour publier un livre littéraire? Comment donner une voix à une communauté ou à une région pour qu'elle se connaisse? Qu'est-ce qui appuie la vie d'une écrivaine ou d'un écrivain? Et pourquoi là-bas et non pas ici? Lorsque j'ai recommencé mes études, je pense que j'étais ouvert à la bibliographie au sens large. Pendant ma maîtrise à l'Université Western Ontario, à London, je me dirigeais vaguement vers la littérature canadienne pour la première fois pour mieux comprendre la relation
entre l'œuvre et l'endroit où elle est produite. Et à Toronto, tout au début de mon doctorat, je suis tombé sur le programme en histoire du livre et le projet History of the Book in Canada, l'histoire du livre et de l'imprimé au Canada, qui était justement en train de prendre la vitesse. Donc, justement, là, ce projet-là sur l'histoire du livre et de l'imprimé au Canada, pourriez-vous nous expliquer en quoi ça consistait, donc comment ce projet-là est né, puis quelles ont été vos responsabilités au sein de ce projet-là? Oui, bien sûr. Ashbeak Ashleak, on le nommait, on dirait une carte de crédit à la caisse. Il y avait beaucoup d'argent en jeu en l'histoire du livre au Canada, une subvention CRSH de presque 2 millions de dollars. Le projet est né bien avant mon arrivée, mais je crois qu'au fond, qu'il y avait une convergence de 3 lignes de recherche. À Toronto, Pat Fleming décrivait les origines de la presse au Canada. En fait, l'arrivée des premiers imprimeurs des États-Unis à travers l'examination des livres rares. Ce travail se penche sur l'objet physique, les vieux livres, les placards, les tout premiers journaux au pays. Et pour faire ce genre de travail, il faut des collections excellentes, et ils les ont à Toronto. Puis à Vancouver, Carol Gerson éclairait les ouvrages littéraires canadiens avant le 20e siècle, des textes qui peuvent nous sembler étranges ou même sans valeur aujourd'hui à cause des changements sociaux. Carol réussissait en mettant l'accent sur la vie des gens impliqués dans ses ouvrages, sur les espoirs, sur les sacrifices des auteurs, sur les attentes des lecteurs. Ici, il s'agit plutôt de lire les vieux textes sans mépris pour y déceler l'esprit de vrais individus, de leurs croyances, leur intelligence, leur culture. Et puis, troisièmement, à Sherbrooke, Jacques Michon travaillait sur l'histoire de l'édition littéraire au Québec, comme vous savez bien. Ce qui nous frappait, c'était le portrait statistique d'une société, disons la sociologie de la vie littéraire au Canada français. Alors il y avait une convergence entre ces 3 lignes de recherche. Bien entendu, d'autres se sont joints à ces premiers, Sandra Alston, Carl Spadoni, d'autres chercheurs de la Société bibliographique du Canada, Yvan Lamonde, Sophie Montreuil et d'autres de l'Université McGill, Bertram MacDonald et Fiona Black de la Nouvelle-Écosse, Gilles Galichan du Québec, Judy Donnelly et Janet Friskney, les administratrices du projet, et mon père, Ian McLaren, historien de la traite de fourrure, qui écrit sur la publication des livres de voyage et d'exploration du XVIe au XIXe siècle. Tout partageait plus ou moins un de ces 3 approches, bibliographie, histoire de la littérature et sociologie. Quant à moi, mon premier emploi était lié aux banques de données que le projet voulait tracer, une banque de données comprenant toute publication au Canada avant 1840. Je devais vérifier les articles qui avaient été téléchargés d'un catalogue par rapport à des bibliographies publiées. Mon titre officiel était le raton laveur du projet, car après chaque réunion, je ne laissais aucun sandwich ou brownie retourner au traiteur. Et on le sait, là, c'est un projet immense. Caroline l'a dit en introduction, donc c'est publié en 3 volumes, en français, en anglais, donc de 2004 à 2007. Et vous venez de le dire, là, ça a rassemblé donc, des chercheurs de vraiment plusieurs universités, donc chercheurs chevronnés, mais aussi des étudiants et des assistants de recherche dont vous faisiez partie. À ce moment-là, vous êtes vous-même candidat au doctorat en train de vous spécialiser donc, sur l'édition au 19e siècle. En quoi cette expérience a été marquante là, pour votre parcours? Oui, merci. J'ai commencé mon doctorat à Toronto en 2002 et on venait tout juste de mettre sur pied un nouveau programme en histoire du livre, Book History and Print Culture. Il est basé à Massey College à l'Université de Toronto et il rassemble plusieurs disciplines, y compris la littérature et la bibliothéconomie. Et à l'époque, c'est Pat Fleming qui m'a dirigé
vers ce programme. Alors, pendant que je travaillais comme assistant de recherche, je suivais les cours en histoire du livre. Et avec Pat, j'ai lu l'essai de Robert Darnton, What is the History of Books? S'il y a des chemins à Damas dans l'histoire de notre discipline, en voilà un. J'ai été frappé par ce qu'il raconte d'une histoire bien connue, celle de la Révolution française, mais d'un nouvel angle, c'est-à-dire celui d'un libraire. Son étude magnifique est basée sur les archives d'un éditeur suisse. Alors, j'ai compris qu'un vrai chercheur en histoire du livre doit se tourner vers les archives ou vers n'importe quelle source primaire, comme les entrevues ou les livres anciens eux-mêmes. Et à cause de Pat, j'ai su que tout livre est la trace lui-même physique du processus de sa production. Tout livre porte l'empreinte de son environnement de production. Selon vous, comment les travaux de la relève, donc les contributions des doctorants, viennent bonifier des grands projets comme celui là, de l'histoire du livre et de l'imprimé au Canada? Là, vous posez une question très perspicace. Et en fait, voilà l'histoire de Ashbik Ashlik. Il y avait deux passions qui luttaient au sein du projet dès le début, pour en revenir à Goethe. En effet, on tentait de faire deux choses à la fois, résumer l'histoire du livre au Canada et la découvrir. Les meilleures contributions font le premier. Je pense aux articles de François Melançon sur le livre en la Nouvelle-France, de Pat Fleming sur les premiers imprimeurs, de Paul Aubin sur le manuel scolaire au Québec, de Penny Clark sur l'édition scolaire en anglais, de David McKnight sur les petites revues modernes au XXe siècle, de Paul Litt sur la politique du livre au Canada après la commission Massy-Lévesque, etc. D'autres contributions font plutôt le deuxième. Par exemple, on m'a donné la tâche de rendre compte d'une revue de langue anglaise publiée à Montréal dans les années 1830. Rien ou presque rien n'avait été écrit à ce sujet. Alors j'ai amorcé une lecture de la Montreal Museum, éditée par une certaine Mary Graddon Gosselin. Je lisais beaucoup de microfiches. Je voulais comprendre non seulement la vie de cette femme douée, mais les conditions dans lesquelles elle a produit cette revue. Qu'est-ce qu'une magazine en 1832 au Bas-Canada? Comment on l'appuie financièrement? Pourquoi y a-t-il tant de textes réimprimés d'ailleurs? Qu'en est-il du droit d'auteur? Mon étude prenait de l'ampleur et je dépassais bientôt la limite de mots. C'était alors Sandra Alston qui m'a pris de côté en me disant « N'es-tu pas au courant? On écrit deux textes. Un petit, qui doit suffire pour l'instant, et un grand, qui sera publié en 10 ans sous ton seul nom. » Alors c'est ce que je fais. J'ai écrit ma thèse doctorale sur le sujet du droit d'auteur au Canada au 19e siècle, qui est devenu mon premier livre en 2011. Ce livre, je le tiens comme ma vraie contribution au projet. Et j'espère qu'il sera là pour la prochaine grande synthèse historique. Puis, donc, maintenant, ça fait plusieurs années là, que cette synthèse-là de l'histoire du livre et de l'imprimé au Canada est publiée. En quoi ce projet-là a ouvert les perspectives en recherche en histoire du livre aujourd'hui? Oui, on dit souvent que l'histoire du livre est une discipline internationale ou transnationale. Et ma chère amie José Vincent l'a constaté dans le dernier balado même. Et c'est vrai. En même temps, selon moi, la perspective qu'a ouvert ce projet était aussi nationale. Et en ce sens, on avait les moyens et l'encouragement de fouiller dans chaque coin du pays pour mieux comprendre le phénomène et la chronologie du livre aux diverses régions du Canada. C'était alors l'occasion de découvrir la diversité du livre à l'intérieur du Canada. Puis, c'est un projet, là, on l'a répété, là, mais qui a été fait donc en français et en anglais. Pourquoi, selon vous, c'était important de faire ça dans les deux langues?
Oui, aussi c'est une très bonne question. Il y a bien sûr des raisons historiques. Sans le français, le Canada tel que nous la connaissons n'existera pas. Mais il y a aussi des raisons intellectuelles, voire philosophiques. La réalité elle-même change avec la langue. C'est une autre lumière sur le monde. Nous avons dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour que le HPIC-HLIC soit bilingue. Il y a certainement des personnes qui diraient qu'on y a dépensé trop de ressources, qu'on a perdu du temps en essayant de mieux connaître notre histoire en 2 langues. Mais on y insiste. Il est impossible de comprendre le Canada sans au moins tenter d'ouvrir cette lumière française. Il faut lire Samuel de Champlain à côté de David Thompson. Il faut lire Émile Nelligan à côté d'Archibald Lampman. Laquelle est la vraie ville de Montréal, celle de Hugh MacLennan ou celle de Gabriel Roy? Margaret Lawrence nous emmène à Manitoba et à Londres. Anne Hébert nous emmène à Kamouraska et à Paris. Alors, c'est important. Vous avez publié en 2020 le livre Little Resilience de Ryerson Poetry Chapbooks. Pourriez-vous nous expliquer peut-être en quelques mots de quoi il en retourne avec ce projet? Oui, très brièvement. Ce projet est né aussi au sein de HPIC-HLIC. On cite souvent l'exemple de Lorne Pierce comme pionnier dans l'édition moderne au Canada. Il a produit une série de petits recueils de poésie entre 1925 et 1960 qui s'appelaient les Ryerson Poetry Chapbooks. Et il a produit pendant plus que 3 décennies. On cite souvent son exemple en tant que pionnier, mais on ne lit pas souvent les recueils eux-mêmes. Alors, je me suis penché sur la série en me posant 3 questions. Quelle est la poésie? Qui sont les poètes et comment ont-ils réussi à devenir des auteurs? Et troisièmement, comment Lorne Pierce a-t-il réussi à rompre avec le agency system, c'est-à-dire le système livre où l'éditeur canadien n'agit pas seul, mais agit plutôt comme le bras de l'éditeur américain à New York. Alors, ces 3 questions m'ont motivé et voilà. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres projets sur lesquels vous travaillez en ce moment et dont vous aimeriez nous parler? Non, mais je veux dire un mot, si je peux, sur le GRELC comme institution. Oui, bien sûr. Si vous permettez. Je suis très content, flatté même d'être ici avec vous deux. Et je veux dire que le GRELC est une institution très importante, une des meilleures au paysage université du Canada, en mon expérience. Il a ses propres locaux, il a une bibliothèque, il a un personnel, il a un rayonnement de programmes, des cours, des événements, des conférences, des colloques, des ouvrages. Il a une revue scientifique, Mémoire du livre. Il y a des étudiants, des profs, des invités et tout le monde vient ici pour parler de quoi? Pour parler de l'histoire du livre. C'est magnifique. J'ai bénéficié d'une telle institution à Toronto avec le Toronto Centre for the Book, mais de plus en plus, c'est le GRELC qui m'attire. Je vous donne quelques exemples de cette amitié. En 2008, José Vincent m'invite à donner une conférence avec elle à Lausanne, en Suisse, lors du colloque intitulé « Réseau et circulation internationale du livre » organisé par François Vallotton. En 2012, j'assiste au colloque 2 siècles de malédiction littéraire suite à une invitation de Marie-Pierre Luneau et Pascal Brissette. En 2013, Héloïse Pontbriand, une étudiante au 3e cycle, m'invite à donner la conférence de clôture au 8e colloque étudiant du GRELC intitulé « Tendances émergentes en histoire du livre ».
Et en 2017, j'organise un colloque pour l'ACFAS au sujet de l'écrivain en collaboration avec Nadine Desrochers, qui j'ai rencontré chez José lors d'une réunion du CRELC. Toutes ces activités sont nées de l'énergie du CRELC. Il est un vrai centre pour l'étude de l'histoire du livre où on se rencontre pour en parler. Et je trouve ça beau. Le centre est bien sûr rendu vivant grâce à ses collaborateurs, dont vous. Donc, Eli McLaren, merci pour cette discussion fort intéressante. Et avant de se quitter, on aime bien inviter les visiteuses et les visiteurs à signer le livre d'or du GRELC en nous livrant une phrase ou une invitation qui, pour vous, donc, résume l'esprit du groupe de recherche. Vous venez un peu d'en parler. Je vous laisse quand même les mots de la fin. Merci. Je vais reprendre une de tes phrases, Caroline, que j'ai entendue lors de notre balado. Seul on va vite, ensemble on va loin. Merci beaucoup, Eli. Merci. Merci beaucoup. Cette série de balados est réalisée en collaboration avec l'École de musique de l'Université de Sherbrooke. La captation a été réalisée par Ismaël Chagnon et l'indicatif musical a été composé par Valérie Lambert-Fréchette.